La belle victoire contre la Belgique. Bravo l'équipe de France, déjà. On n'y croyait pas à la mi-temps. On va revenir sur le déroulé du match. Un match qui nous a fait passer vraiment par toutes les émotions. Et pour en parler, on accueille comme d'habitude Baptiste. Salut Maxime. Alors, hier à Turin et non en Belgique, comme on l'avait noté dans notre petite vidéo preview, hier à Turin se jouait la deuxième demi-finale de la Ligue des Nations, qui opposait donc la Belgique et la France, qui s'est soldée par une belle victoire française 3-2 au bout du temps réglementaire, avec ce but de Théo Hernandez à la 90e minute. On va débriefer un peu ce match. On va en parler. On va parler de ce qu'on a vu. On a parlé de ce qu'on avait aussi annoncé dans notre preview, de ce qui a été un peu retrouvé dans cette équipe de France. On va passer un petit tour rapide sur la composition d'équipe. Mais déjà, toi, Baptiste, si tu devais un peu donner ton sentiment par rapport à ce match, un peu devant ta télé, comment t'étais? Fin de première période, on va pas se mentir, on était au fond du trou, hein. La Belgique dominait, menait 2-0. On sentait que la France n'avait pas vraiment de ressort pour revenir dans le match parce qu'on n'avait pas d'occasion dangereuse. Et puis, après petit à petit en seconde mi-temps, on s'est repris. Je pense que comme tout le monde, on a commencé à voir que les Belges n'allaient pas avoir la capacité de tenir parce qu'on a vu sur leur visage qu'ils étaient en train de lâcher. Et puis sur le terrain, la France a commencé vraiment à poser son empreinte sur le match. Et donc, pour moi, 2-2, je me suis dit qu'on n'allait pas perdre. Et Lukaku a failli me faire mentir, mais finalement, non, c'est la France qui a gagné parce que je trouve que la Belgique s'est effondrée en deuxième mi-temps. Ouais, c'est ça. Ouais. On avait vraiment une première mi-temps, une grosse domination belge, et puis cette réaction. Donc, il y a quelques petites choses qui sont sorties là depuis ces dernières heures là dans les médias sur ce qui s'est dit à la mi-temps dans le vestiaire français pour vraiment justifier de cette réaction. Mais avant de parler de tout ça, on jette un petit coup d'œil sur la compo. Yes. Alors, nous, dans la dernière vidéo, on avait milité pour cette défense à 3. Bon, Didier Deschamps nous a donné raison. Bon, c'était dans l'air, hein, on n'a pas sorti ça de notre chapeau magique. Mais voilà, une défense à 3 avec Lucas Hernandez, Raphaël Varane et Jules Koundé. Alors que nous, on avait plutôt mis Upamecano en titulaire à la place de Koundé, notamment pour gérer un peu le cas Lukaku avec son gros physique et son jeu en pivot. Donc on avait vraiment une composition en 3-4-1-2. Toi là, cette compo, qu'est-ce que tu changerais ou qu'est-ce que tu laisses, enfin, qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette compo? Moi, je pense que ça peut être un très, très bon système parce que déjà, ça s'inscrit dans le football moderne. Ça permet aussi aux joueurs peut-être de sortir de leur train-train où on a vu que le 4-2-3-1, 4-3-3, ça s'était essoufflé, ça donnait pas toujours satisfaction, tu avais pas toujours les joueurs pour non plus. Donc là, c'est bien parce qu'un nouveau schéma tactique, ça permet un peu de remobiliser tout le monde, de remettre un peu de nouveauté. Surtout quand après tu inclus, des nouveaux joueurs. Tu parlé de Jules Koundé, après moi je parlerai de Théo Hernandez peut-être. Et oui, après si on revient sur cette défense à 3, moi j'ai trouvé que ils ont fait un bon match globalement, même si en première mi-temps et tu as des petites failles. Jules Koundé fait pas un mauvais match, mais je reste persuadé que Upamecano était un meilleur élément pour, contenir, Romelu Lukaku. Ah, c'est ça, parce qu'en fait, on a vu vraiment que là, dans cette défense, il y avait pas forcément de marquage individuel sur Lukaku. À un moment donné, c'était Varane. À un moment donné, c'était les Koundé. On avait plus vraiment une défense en zone. Et à un moment donné, c'était Lucas Hernandez. On l'a vu sur le deuxième but, comment il s'est fait bouffer physiquement Ouais. par la petite feinte de corps de Lukaku. Donc, c'est vrai que, bon, au final, la défense fait pas un mauvais match, mais peut-être Varane un peu en dessous, parce que Koundé a quand même fait pas mal de retours défensifs assez cruciaux. Notamment là en première mi-temps quand il y a encore 0-0 il me semble, ou il me semble, hein, quand il Ouais. revient Ouais, là. il y a encore 0-0. Mais tu vois Koundé, au sortir de son erreur sur la première frappe de Bruyne que Lloris sauve magnifiquement bien, il fait un bon match, hein. Passer la 3e minute, il fait un bon match Koundé. Ouais, non mais c'est clair, il a été plutôt solide, et donc c'était vraiment pas mal. Moi quand je regarde la compo, ça me va. On avait parlé de la possibilité au cas où de mettre plus Griezmann dans un rôle axial. Donc là, on a eu le droit de voir un petit Antoine Griezmann quand même en meneur de jeu derrière deux attaquants de pointe.
Moi, le seul bémol que je mets et que j'ai vu un peu dans cette composition d'équipe, on en avait parlé sur Twitter, c'était ce manque de milieu récupérateur pur. Le double pivot Rabiot-Pogba, ça tient bien le ballon, ça joue le rôle de rampe de lancement, mais alors en plus, face à un milieu de terrain belge qui est quand même technique, qui aime bien avoir le ballon et qui aime bien percuter, bah, on l'a senti quand même ce manque d'impact à la récupération que Ouais. peut avoir un Kanté ou que pouvait avoir un Chouameni qui était sur le banc et qui, quand il est rentré, ça a coïncidé aussi avec la prise de pouvoir du milieu français, quoi. Ouais, ouais et bon, même si tu as aussi, bon, le déclin belge, hein, qui rentre en ligne de compte, mais Rabiot peut pas aller, moi, je pense, dans ce milieu à 2. Par contre, il va être très intéressant de le reconduire quand il y aura N'Golo Kanté qui sera de retour. Malheureusement, contre l'Espagne, ce sera pas le cas, mais Kanté sera beaucoup plus intéressant à être associé comme ça avec Pogba et on a vu en première mi-temps quand les Belges avaient vraiment la possession du ballon, qu'on a galéré à mort pour le récupérer et moi, ça m'inquiète un petit peu. Après, on parlera peut-être dans une autre vidéo du match contre l'Espagne, mais Rabiot, Pogba, ça m'inquiète un petit peu face à une équipe qui justement peut te dominer avec la balle. Donc Rabiot, je vais pas lui tirer dessus à boulet rouge. C'est pas un joueur que j'aime beaucoup, mais je lui tire pas dessus à boulet rouge. Mais je vais à minima dire qu'un système comme ça ne lui convient pas. Ouais, c'est ça, je le trouve un peu plus à l'aise dans un milieu à 3 où il peut vraiment être délesté de son travail défensif et de pouvoir vraiment se projeter vers l'avant avec ses belles percussions, balle au pied et même avec sa qualité de passe, hein. Il est plutôt pas mal dans ce domaine-là. Donc ouais, c'est le seul un peu point noir, moi, de cette compo que j'ai vu. Voilà, ce double pivot Rabiot. En plus, un Rabiot qui a fait un mauvais match, hein, on l'a pratiquement pas vu. Ouais, oui. Ah oui. Franchement, donc voilà, quand il est sorti, je me suis dit, ah oui, il était encore sur le terrain. Donc, Ouais ça m'a vraiment surpris. Et du coup, bon, voilà. Après, on parlera de nos top et et flop là-dessus. Bah, je te propose bah, de commencer directement. si on peut peut-être conclure peut-être sur le schéma, je sais pas alors si un point vite fait, on avait parlé aussi du piston droit, on avait dit qu'à gauche Théo Hernandez ça allait être pas mal, on a vu que ça a été pas mal et on avait un doute justement sur Pavard et moi j'ai trouvé que Pavard, piston droit, finalement il s'est assez bien débrouillé. Donc j'étais assez satisfait. En plus, c'est toujours le joueur, tu sais, qui a le petit coup de chat. On l'a vu, bah, sur le but de Hernandez, son centre est loupé et finalement il revient dans les pieds d'Hernandez sur un contre belge. Donc je trouve que Pavard, il fait un bon match sur son en tant que piston droit et ça, c'est plutôt positif. Après, moi, je dirais pas que son centre est loupé, hein, parce qu'en ayant revu l'action là ce matin, je trouve que justement son centre, il est bien tendu, il est à mi-hauteur, il arrive presque au point de pénalty. C'est juste que bah, ça va être aussi un problème, et j'en parlerai dans mes flops, c'est que personne n'était là à la réception en fait. Alors, Ça, le centre qui peut pas être maîtrisé par les défenseurs parce que mi-hauteur, parce que fort, donc c'est difficile, surtout non, quand tu reviens vers tes buts, de défendre là-dessus. Mais il a le mérite au moins d'avoir fait ce centre. Il n'a pas fait un centre en cloche comme on peut avoir, ou tu vois, au troisième poteau. Non, il arrive vraiment point de penalty, il est prolongé bah, jusqu'à Théo Hernandez qui arrive à la frappe, quoi. Mais je dirais pas qu'il est mal fait son centre, tu bah, vois. c'est pas un centre de district, ouais, c'est pas un centre de district. Ah, c'est pas un centre de Léo Dubois, tu vois, par exemple. Ouais. Du coup, je te propose, on commence par quoi, les tops ou les flops? Allez, vas-y les flaps pour une fois. Eh ben allez, alors en flop, bah du coup je vais pouvoir embrayer là-dessus parce que voilà, j'ai commencé à donner des petites bribes. Pour moi, c'est l'animation offensive des trois offensifs. On en avait parlé déjà dans la vidéo et ça s'est vérifié surtout dans la première heure de jeu, parce qu'après il y a eu ce petit regain d'énergie, on n'a pas vu le même match. Mais c'était le fait que ces trois joueurs, donc Mbappé, Benzema et Griezmann, ils adorent avoir le ballon dans les pieds, ils adorent toucher le ballon et, et ils adorent aussi dézonner. Alors oui, quelquefois le dézonner, ça fout un peu le bordel dans la défense adverse, ça crée des décalages. Mais là, pendant la première heure de jeu, il y avait pratiquement que des situations offensives où il n'y avait pas de numéro 9. Des fois, il y avait Mbappé et Benzema qui se donnaient la balle sur 2 mètres, sur le côté gauche. Griezmann qui tournait autour là en numéro 10. Mais alors, il y avait la défense à 3, Vertonghen, Denayer et Alderweireld. Alderweireld, ils étaient tranquilles. Genre, il y avait personne à 5 mètres, tranquille pour récupérer bah, les centres. Enfin, il n'y avait aucune menace pour eux. Et je trouvais que ça a beaucoup joué dans le manque de dangerosité de l'équipe de France. Parce que forcément, bah, une défense qui est tranquille, elle peut monter. Et du coup, on avait vraiment une ligne défensive belge qui était vachement haute et qui empêchait la France de jouer dans les espaces, quoi.
Ouais, au-delà de l'animation offensive, moi je pense que c'est aussi le placement et l'engagement aussi de l'équipe de France justement sur cette première heure de jeu. C'est-à-dire que c'était difficile aussi pour ces joueurs-là vraiment de se montrer et de peser sur la défense adverse quand ton bloc est relativement bas, quand on a dit que Rabiot n'avait pas beaucoup pesé. Donc pour moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais on peut aussi nuancer avec le fait que l'équipe de France ne pesait pas beaucoup globalement sur l'équipe belge. Et à contrario, c'est dommage en plus que tu aies pas une meilleure animation offensive parce qu'on a vu que, bah, regarde sur le but de Benzema, Mbappé, Benzema, ça combine bien. On a vu que Griezmann, il était capable d'aller choper un péno. Donc en soi, je trouve que, tu vois, tu as tellement de potentiel que c'est dommage et que tu as encore ces petites balbutiements. Après, c'est quand même positif de se dire, bah, que tu as des joueurs qui peuvent, bah, faire un coup comme ça sur une action. Bah, c'est ça, c'est qu'à partir de l'heure de jeu, on a vraiment eu plus d'attaquants français dans la surface, quoi. Lors du Mmh, penalty, donc il y a Griezmann qui est dans la surface, mais je crois que derrière, tu as Benzema et tu as Mbappé qui doit pas être loin, hein. Donc on ouais. avait vraiment plus de présence offensive dans la surface. Et bah forcément, quand as ces trois joueurs-là de calibre mondial, quand même, qui te mettent la pression défensivement, bah le bloc belge, il peut moins se resserrer. T'es obligé d'avoir plus d'espace entre les lignes. Et c'est là que des joueurs comme Pogba et Rabiot, au cas où, ils peuvent se régaler justement à orienter le jeu. C'est ça. C'est ça et après j'ai trouvé qu'en individualité pure, sur le joueur qui peut vraiment te faire la différence, on a vu que c'était quand même Kylian qui quand même sur deux trois accélérations a pu faire mal à l'équipe belge. Moi je pense par exemple à son centre pour Griezmann où Griezmann, arrive pas à placer la balle au fond. J'ai trouvé que ouais, Mbappé c'était quand même vraiment on a vu là notre joueur le plus dangereux et j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match perso. Oui, bon, ça, on en reparlera dans les tops, hein. Dans les tops, exactement. Voilà. Du coup, toi, t'as un petit flop à me proposer? Bah, en flop global, on peut quand même dire que ça pourrait potentiellement être, Roberto Martinez, le sélectionneur belge, mais il a trop de cadres sur le terrain pour vraiment complètement lui mettre la responsabilité de l'échec de son équipe. J'ai trouvé que les Belges ont arrêté de jouer, donc c'est très difficile de faire un constat des flops. Je vais pas vraiment donner des flops français parce que je trouve que voilà, hormis sortie Rabiot, sortie d'animation offensive, ça fait quand même un bon match. On aurait pu parler de Varane qui a peut-être été le défenseur le moins solide, mais je trouve que le vrai flop du match, c'est l'effritement belge, sans mauvais jeu de mots, où tu as quand même une équipe qui est expérimentée, qui dit tout le temps qu'ils veulent gagner des titres, des joueurs qui se sont quand même renommés maintenant et Ouais, et c'est ils sont ça. pas capables de tenir à 2-0 et c'est quand même la différence avec une nation majeure ou même en tu vois, en 2018 quand on les a joués, on a ouvert le score et derrière on a fermé la baraque, terminé. Eux à 2-0, c'est pareil, ils auraient dû continuer à faire tourner le ballon, fermer la clé et jamais la France va revenir dans ce match en vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, du coup, pour ajouter, et peut-être pour fermer un peu cette case flop, un petit flopiné quand même pour Hugo Lloris qui nous sauve en début de match. Mais je trouve encore que dans le jeu au pied, dans les sorties aériennes, il est toujours pas rassurant, quoi. Moi, quand tu fais tourner le ballon, surtout dans le football moderne, le ballon il vient dans les pieds du Lloris, bah, généralement ça va en touche, quoi. Il veut Mais orienter mais le jeu, ça va en touche. mais alors j'entends ce que tu dis, mais justement par rapport à l'arrêt qu'il fait en début de match et même après un deuxième arrêt sur Lukaku, sur une frappe de Lukaku, tu peux absolument pas le mettre en flop. Il a Ah, il a mais c'est il pour est ça que trop je dis précieux. c'est un petit flopiné dans le sens où bah Ouais. et puis mine de rien, attends, il se fait prendre le premier but, il est pour lui, hein. Et d'où il anticipe non non non, Je sais il doit pas, prendre le premier honnêtement, poteau. je sais pas. Il doit rester au Honnêtement, premier je te poteau. trouve giga dur avec lui, je te trouve Non giga non dur non, avec lui. il doit rester au premier poteau là. Il y a un joueur devant lui. Et il anticipe l'enroulé. Eh ben, je préfère qu'il prenne un enroulé lucarne droite plutôt qu'il se fasse prendre au premier poteau, hein. Non, 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 vraiment. Bah, si tu prends de ce point de vue-là, regarde même un gardien comme Neuer, il a pris le même but par Mbappé en Ligue des Champions. Donc bah, Enfin, c'est pareil. non, pas spécialement, il est masqué, il voit pas le ballon partir et il se fait prendre. Pour moi, c'est pas vraiment une erreur. Justement, il est masqué et il anticipe, surtout pour un joueur droitier, tu vois. Encore, ça aurait été Bah, un gaucher, je veux bien, mais. Quand pour moi, même, là, non. rien que l'arrêt qu'il fait en début de match sur De Bruyne, c'est classe mondiale, quoi. Oui, d'accord, mais juste après, il se prend. Ah, On le je sait que pour les gardiens, on le sait que c'est d'abord, si le joueur il est sur le côté, tu gardes ton premier poteau. On a Donnarumma, il s'est fait critiquer dernier match du PSG parce qu'il s'est fait prendre au premier poteau lors du dernier match du PSG. Et voilà, et Lloris c'est pareil, hein. Il fait ce petit pas là qui est pas forcément nécessaire parce qu'il y a un joueur et il y a quand même une défense regroupée devant. Et moi, j'ai vu le but, je fais mais
pourquoi tu fais ce pas d'anticipation? Reste à ton premier, Ouais, quoi. non, mais après moi je pense que là, c'est aussi une critique à chaud parce que si tu analyses froidement la situation, pour moi, il y a plein de gardiens qui le prennent ce but. Sincèrement, je suis d'accord avec toi sur la mise premier poteau et cetera. Mais là, je sais pas, il est pas non plus complètement parti au deuxième poteau. Comme tu dis, il fait le pas, mais il y a rien de dramatique. Moi, ça m'a pas choqué. J'ai trouvé que justement les parades qu'il faisait étaient beaucoup plus reluisantes que les buts qu'il encaisse ou déjà sur le deuxième but de Lukaku, il peut absolument rien faire et puis, sur le premier, OK, c'est peut-être plus évitable, mais c'est pas un scandale, quoi. Certes, 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 certes. Je te propose de passer au flop, non pas au flop, au top maintenant. Avec un top évident, je pense pour moi, l'homme du match, c'est Kylian Mbappé, hein. Mmh. Rien On à dire et l'attendait au puis, tournant. tu avais souligné à juste titre, sur la preview du match qu'on allait attendre Kylian justement au tournant, qu'on attendait de lui qu'il se monte dans un match comme ça, qu'il se rattrape du match contre la Suisse et le symbole parfait de ça, c'est qu'il a pris le penalty, qu'il l'a mis sous la barre, terminé, bonsoir. Ouais, et puis ça a été le joueur qui, pendant tout le match, c'est lui qui a amené cette dangerosité. C'est lui qui a été le plus actif, le plus percutant. Enfin, tu vois, tu parlais du centre là pour Griezmann en deuxième période, il me semble, ouais. Ouais, La manière dont il élimine Carrasco là, mais oh là ouais, là 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 là, violent. c'était du moins de 18 là, Ouais. et c'est le seul qui a porté cette vitesse, cette percussion, alors que bah on a Griezmann et Benzema qui sont plus en mode attaquant, meneur de jeu un peu, voilà, et lui a porté vraiment cette étincelle dans le jeu de Ben, l'équipe de France. là, il est vraiment son profil en tout cas, sans parler du joueur, mais son profil est indispensable dans cette animation offensive. Parce que comme tu as dit, s'il y en avait 3 profils similaires, là, on aurait vraiment été cramés. Mais je trouve que justement Kylian, il a vraiment apporté sa vitesse et son accélération est quand même très impressionnante. C'est vraiment de la classe mondiale. La capacité qu'il a à éliminer son adversaire direct, pratiquement sur chaque accélération, il élimine et c'est tellement précieux et on a vu que ça avait porté ses fruits. Mais c'est Et là, puis, moi, j'ai aimé, ouais, je te répète, mais j'ai aimé le patron, quoi. Il a pris le ballon sur le ouais, penalty, ouais. il a pris ses responsabilités, il a pris sa revanche par rapport au match contre la Suisse et ça, j'ai trouvé que c'était une bonne mentalité. Bah, et là, je vais apporter une précision aussi sur Mbappé, c'est que quand il joue simple, c'est tellement mieux. C'est que Et là, oui, tu vois, bah, il a joué simple. Même le but de Benzema, bah, c'est un 1-2, c'est un petit crochet, on cherche la passe directe, on cherche la combinaison, alors que mmh trop de fois au PSG, on le voit qui tricote un peu, voilà, enfin, et il alors que sait là, pas il joue tricoter en simple, et plus. voilà. Non, il sait pas. Non, il est très technique. On dit pas qu'il est pas technique du tout. Mais il n'a pas cette capacité d'inventer des gestes techniques que peuvent avoir les Neymar ou que pouvaient avoir les Ronaldinho ou même les Léo Messi, hein, qui savent te sortir un move incroyable. Voilà. Lui, il est plus dans voilà, la vivacité, l'explosivité et la vitesse. Il faut qu'il s'en serve. Et là, il s'en est très bien servi contre une équipe belge bah, qui était plutôt lente de base. Donc, parfait, quoi. Franchement, Ouais, si on a ce joueur-là au haut niveau tout le temps en équipe de France, bah, on a quand même une sacrée arme pour les 10 années à venir, hein. Enfin, et quelqu'un autour de qui construire. mmh, exactement et écoute moi sur le chapitre Mbappé, j'ai pas grand chose à ajouter. Donc je vais continuer sur le deuxième top où Théo Hernandez pour moi, au-delà de son but, actif sur son côté gauche. Défensivement, on a vu qu'il avait maltraité Castagne sur une action. J'ai trouvé qu'il avait fait un match plein quand c'est seulement ta deuxième sélection, c'est assez impressionnant. Donc je retiens vraiment le match de Théo Hernandez, ouais. Ouais, bah pareil. Ouais, pour la deuxième titularisation de suite, il a été dans la continuité, donc très bien. Enfin, il a montré tout ce qu'on voit au Milan AC, hein. C'est la projection vers l'avant, une grosse hargne qu'on connaît aussi de son frère, voilà, défensive. Parfait quoi, s'il continue comme ça, bah on l'a le titulaire à gauche, hein, Ah oui, Ferland tous les jours. Mendy, tout ça, ils vont ranger le frein et ils vont aller sur le banc, hein. Et puis mine de rien, le but, il est pas facile à mettre non plus, hein. À ce moment-là du match, 90e, tu as le match dans les jambes, il lui met bien à Courtois, hein, parce que Courtois, Euh, il a de l'envergure, hein. la frappe, elle est Ouais. pure, elle est précise, non, bah tu vois, c'est typique, c'est le miroir de la Coupe du Monde 2018, ça c'était Lucas Hernandez pour Pavard, là on a Pavard pour Hernandez. Ouais. Bah, voilà quoi, et là encore tu vois, c'est un petit point aussi que je voulais souligner, c'était que l'instauration de ce 3-4-1-2 là, il a permis ce but. Parce que Mais oui, c'est pas pour rien qu'on a le passeur décisif, c'est le piston droit qui est quand même haut sur le terrain. Et à l'arrivée, on a le piston gauche qui est aussi lui aussi haut sur le terrain. Donc mine de rien,
le dispositif mis en place par Deschamps, bah, il a payé à ce moment-là du match. Il a sûrement fatigué les Belges et bah, il a apporté ce surnombre un peu dans la surface pour marquer le but décisif, quoi. Bah, en tout cas, les Belges jouaient dans le même dispositif que nous et nos pistons leur ont fait plus mal que les leurs. Bah, parce eux, c'était plus des pistons plus offensifs que Ouais, nous. Nous, c'était plus des pistons plus hybrides dans le sens où bah, ouais. forcément Carrasco et Castagne, ils ont peut-être moins cette fibre défensive que peuvent avoir Pavard et Hernandez. Et du coup, bah, et puis ils n'ont pas moins de projection vers l'avant du tout, quoi. Donc c'est ça qui a fait la différence aussi, au niveau de la solidité. Moi, Pavard, j'ai regardé le match, dans un bar et souvent, à chaque fois, tu sais, qu'il a un petit manqué ou autre, j'entends les gens qui critiquent. Mais en vrai, j'ai trouvé qu'il avait fait un match solide et bah, au-delà, voilà, de la passe qu'il fait, du centre qu'il fait sur le dernier but. Mais je trouve qu'il est intéressant dans pareil, ouais, dans sa hargne. Je le trouve bon défensivement, il est assez sûr comme joueur, il a beaucoup progressé. Donc sans le mettre dans les tops, je le gratifie quand même d'une belle prestation et ça me semble important d'en parler. Ouais, en fait, il subit un peu son côté bouc émissaire un peu qu'il va avoir parce que voilà, c'est le petit joueur qui est discret, qui fait pas de bruit, qui est pas flashy et les gens pensent trop que faire 3 années titulaire au Bayern Munich, c'est signé en troisième division de district, quoi. Enfin, voilà, mais mettons un peu de respect sur le nom de Benjamin Pavard et de sa carrière quand même, parce qu'en sortie de Lille, j'aurais jamais pensé qu'il s'imposerait comme ça au Bayern Munich. Et bah, mine de rien, bah, voilà, faut peut-être, on en parlera peut-être, je sais pas, dans un article ou dans une autre vidéo du traitement de Benjamin Pavard. Je sais que tu en as parlé dans un article que vous pouvez retrouver sur le club115.com sur, voilà, sur le vrai niveau de Benjamin Pavard. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et pour ceux qui suivent la Bundesliga, c'est déjà pas une surprise, mais bon, on sait jamais. Mais ouais, Benjamin Pavard, voilà, il n'est pas, il est trop pris comme un bouc émissaire et c'est trop la cible facile en équipe de France, je trouve. Comme l'a pu être Lucas Digne aussi, par exemple. Exactement, exactement. Mais en plus, contrairement à Lucas Digne, lui, il joue pas totalement à son vrai poste. On rappelle toujours, c'est un défenseur central de formation. Fais passer n'importe quel défenseur central de formation au poste de piston droit et tu verras ce qu'il fait comme match. Et du coup, je trouve que bah, c'est méga encourageant et il va encore progresser en plus. Il a 25 ans, sa carrière, elle est pas terminée. Non, c'est clair. Sur ce, on va passer sur la preview de la finale dans une autre vidéo. On va pas non plus faire durer celle-là trop longtemps. Est-ce que tu as un dernier mot ou pas? Bah, écoute, le dernier mot, c'est qu'on a quand même vécu une soirée de malade mental. On se pose souvent la question de savoir si la Ligue des Nations, c'est un tournoi sympa ou non. Et là, on peut retenir que sur les 2 demi-finales qu'on a vues, on a vu 2 très beaux matchs de foot, 4 belles nations. Donc c'était vraiment super cool pour comme semaine. En plus, moi, je suis pas trop fan des sélections nationales et là, je peux dire que je me suis vraiment régalé, donc merci à Ligue des Nations. Eh ben parfait, j'aurais pas pu mieux dire. Donc du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur la chaîne YouTube aussi, parce qu'il y a des vidéos qui vont venir, dont cette preview de la finale quand même, qui va être super intéressante à suivre. Retrouvez-nous aussi du coup sur le site, comme j'ai déjà vu, je l'ai déjà dit, avec beaucoup d'articles qui sortent, que ce soit foot, rugby, cyclisme, basket. Voilà, vous trouverez votre bonheur. Et puis bah n'oubliez jamais que le foot, c'est pas qu'une histoire de stats. Et en attendant la prochaine, bah, on vous dit ciao. Ciao.